Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le 18 avril 2016, voici les titres. Les ports de pêche, de commerce et de plaisance vendéens resteront-ils la propriété du département? C'est en tout cas la demande qui a été formulée par le conseil départemental alors que la loi NOTRe lui offre la possibilité de transférer cette compétence à la région. Le point dans ce journal. Course en cours, c'est le nom d'un concours national auquel participent en ce moment 18 élèves du collège Jean Rostand des Herbiers. Ils ont un an pour construire une mini-voiture électrique. L'objectif, susciter des vocations pour les filières techniques et scientifiques. Et ça fonctionne. Cette année, beaucoup de filles participent. Elles se sont prises au jeu, vous le verrez. Et puis en fin d'édition, vous découvrirez la calligraphie berbère, une écriture millénaire qui porte la mémoire de tout un peuple, mais qui reste méconnue en France. Nous avons suivi un atelier d'initiation à cet art organisé dans le cadre de la semaine berbère à La Roche-sur-Yon. Resteront-ils dans le giron du département? Ce qui est sûr, c'est que les ports de pêche, de commerce et de plaisance de Vendée ne seront pas gérés par la région. Décision prise par les élus régionaux. Le conseil départemental de la Vendée, quant à lui, demande le maintien de cette compétence alors que la loi NOTRe lui offre la possibilité de s'en décharger. Les élus vendéens souhaitent conserver la gestion de ces outils, notamment économiques. Les explications de Pierre Dalicieux. La Vendée compte 17 communes portuaires, ports de plaisance, de pêche ou encore de commerce, dont la quasi-totalité est la propriété du conseil départemental. 13 ports en tout qui, avec la loi NOTRe, auraient pu changer de propriétaire, communauté de communes ou encore région, mais qui devraient rester la propriété du département. C'est en tout cas le souhait des élus. Il est important de conserver nos ports. Les enjeux sont nombreux. Un enjeu économique, bien sûr, un enjeu sur la plaisance et un enjeu sur le commerce, puisque nous avons aussi plusieurs ports avec des criées qui sont importantes et aussi avec un commerce, notamment sur nos produits agricoles qui partent par exemple du port des Sables d'Olonne. 2 communes ont cependant fait une demande de transfert de compétences à la préfecture des Pays de la Loire. Les Sables d'Olonne et Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui se seraient bien vus propriétaires de leur port. Elles ont d'ailleurs déposé un dossier il y a quelques mois. Mais ces derniers jours, Saint-Gilles-Croix-de-Vie aurait renoncé. Les discussions avec le département et le coût d'entretien des ports semblent avoir eu raison de sa volonté de départ. L'intérêt d'avoir la propriété d'un port comme celui de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est d'en maîtriser la totalité, à la fois la gestion et la propriété. Le gros souci, c'est que vous vous doutez bien que la gestion d'un port, c'est économiquement très, très coûteux. Et je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, la ville et la communauté de communes aient les moyens de réparer la digue si jamais elle lâche ou de faire des confortements, puisque ce sont des choses qui se comptent en millions et en millions d'euros. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le département a la compétence. Le conseil départemental investit chaque année 7 millions d'euros dans les infrastructures portuaires, 10 fois plus selon lui que l'enveloppe accordée par l'État. C'est d'ailleurs l'État qui tranchera. La préfecture de région doit prendre sa décision au plus tard à l'automne. Et cela nous amène tout naturellement à parler d'économie maritime, car la Vendée, vous venez de le voir, dispose de nombreux ports et a donc un potentiel économique important dans le secteur de la mer. Alors, pour développer l'économie dite bleue sur l'ensemble du territoire, un projet de loi a été récemment voté en commission paritaire. Il entend notamment rendre plus compétitifs nos ports, ce qui permettrait la création de 13 000 emplois, selon le sénateur de la Vendée, Didier Mandelli, nommé rapporteur de la loi. Écoutez. Le secteur bleu, secteur maritime, c'est 300 000 emplois, c'est près de 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est le premier secteur d'activité, c'est un secteur d'activité qui est devant l'aéronautique par exemple et l'automobile. Et c'est un potentiel, un gisement de 300 000 emplois estimés supplémentaires. Donc il y a encore beaucoup à faire pour simplifier, pour permettre d'organiser. Il faut simplement croire dans ce potentiel. Ce chiffre à présent, 143, c'est le nombre d'infractions relevées par les forces de police et de gendarmerie en seulement 2 heures sur les routes de Vendée. Vendredi dernier notamment, la préfecture a organisé entre 16h et 18h d'importants contrôles routiers sur l'axe Les Sables d'Olonne, La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte. 129 excès de vitesse ont ainsi été enregistrés, dont un automobiliste qui s'est vu retirer le permis de conduire. Par ailleurs, 3 infractions pour usage du portable au volant et 2 conduites sous l'emprise
prise de stupéfiants ont été constatés. Ces contrôles routiers étaient organisés en réponse à l'augmentation du nombre de tués sur les routes vendéennes depuis le début de l'année. Et toujours en rapport à la sécurité routière, ce week-end, les motards ont manifesté contre le contrôle technique obligatoire des 2 roues à la revente. Un projet de loi du gouvernement. Samedi, dans de nombreuses villes de France, ils ont mené ainsi des opérations escargots, comme à La Roche-sur-Yon. Vous le voyez sur ces images, 250 motards en colère sont venus exprimer leur mécontentement. Selon eux, le contrôle technique des 2 roues est une fausse réponse à la sécurité des motards sur les routes. Le problème se situe ailleurs. Écoutez à ce propos le coordinateur de la Fédération française des motards en colère de Vendée. C'est une mesure qui nous semble complètement déconnectée par rapport à la réalité de la sécurité routière et qui ne correspond à aucun besoin pour les motos, puisque aucun chiffre n'existe prouvant que les accidents de moto sont dus à des problèmes techniques. Ça évite de parler des vrais problèmes et de prendre de vraies mesures, telles que la sécurisation du réseau routier, le doublement des glissières de sécurité, l'entretien des routes, une véritable politique en ville d'aménagement avec des aménagements non dangereux pour les 2 roues motorisées. Voilà, c'est une mesurette dont on ne sait pas trop quelle est la finalité. Ils ont entre 12 et 14 ans, mais travaillent déjà comme des grands. 18 élèves du collège Jean Rostand des Herbiers construisent en ce moment une mini-voiture de course électrique. Ils participent à un concours national intitulé Course en cours qui récompensera les meilleures écuries. Un concours qui a pour objectif de susciter des vocations scientifiques et techniques. Cette année, les participants sont pour la majorité des filles et elles se sont réellement investies. C'est ce qu'a pu constater Apolline Laurent. C'est une voiture d'essai pour ne pas casser les voitures qu'on va utiliser en compétition. Donc celle-ci a été montée. Donc vous avez ici une pile chargée au moteur. Ninon n'aurait jamais imaginé devenir pilote un jour. Pourtant, grâce à Course en cours, elle s'est découvert une nouvelle passion et s'est improvisée ingénieure. Avec ses coéquipiers, elle a conçu de A à Z cette voiture automatique. Et pour la mettre en valeur, ils ont réalisé un stand. Les stands au départ sont des structures en bois en contreplaqué. Et à partir de ces structures en bois, nos élèves viennent cette semaine faire toute la décoration des stands. Donc ils sont partis au début de l'année d'une petite maquette, une maquette qui est au format 1/10, qui a été faite avec les BTS Design du lycée Jean Monnet. Un travail de titan en seulement quelques mois qui donne beaucoup d'autonomie aux jeunes. Ça nous apporte beaucoup de nouvelles compétences pour plus tard, pour nos métiers. Et puis je pense qu'aussi la voiture, ça m'apporte la maîtrise de la compétition, savoir avancer avec son équipe. Oui, enfin, en tout cas, ça m'apporte beaucoup de choses. Oui. On apprend vraiment plein de choses. C'est vraiment, on a l'impression d'être des personnes grandes, on travaille, etc. C'est vraiment impressionnant. De la conception assistée par ordinateur à la réalisation, Course en cours est un véritable challenge pluridisciplinaire. Et pour les 3 équipes du collège Jean Rostand, c'est aussi un premier pas vers des enseignements plus techniques. Ce projet, il était fait pour un petit peu tenter les élèves à aller vers des filières techniques autour. Nous, on lui donne aussi une composante design, mais ça leur donne aussi le goût d'aller vers des filières auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé au préalable. Le 21 avril prochain, les 18 jeunes de 5e et 4e affronteront les autres candidats, parfois étudiants en ingénierie. Après l'épreuve de la course de voiture, ils devront présenter leur projet devant un jury en français et en anglais. Depuis 5 ans que le collège participe au concours, 2 équipes sont montées à Paris pour la finale nationale et l'une d'elles l'a même remportée en 2014. De quoi laisser de beaux espoirs à ces jeunes très motivés. Et du sport automobile, on passe aux résultats sportifs du week-end avec pas mal de désillusions pour les équipes vendéennes, notamment pour les filles de La Roche-sur-Yon en basket qui n'ont pas remporté le Final Four face à Tarbes. Chez les garçons, Challans s'est incliné contre Vitré en National 1. En football, rien ne va plus pour les Herbiers qui peinent à s'éloigner de la zone rouge. Et puis Luçon a également du mal à remonter au classement. La seule bonne nouvelle nous vient finalement du ring hockey. Le résumé sport, Simon Philippot. Fixer le
En Ligue 2 féminine de basket, La Roche-sur-Yon en rouge jouait le Final Four ce week-end. En demi-finale, face à Aulnois, les Lyonnaises avaient décroché leur place en finale 66-64. Une finale face à Tarbes sur leur parquet, une équipe imbattue à domicile cette saison. Le match s'annonçait donc compliqué et les Lyonnaises n'ont rien pu faire face aux Tarbaises qui s'imposent 77-60 et décrochent leur place en Ligue féminine. C'est la deuxième défaite consécutive en finale pour La Roche-sur-Yon Vendée Basket. En National 1 de basket toujours, les Chalandais rencontraient Vitré samedi soir. Le Vendée Chaland Basket en difficulté cette saison concède une nouvelle défaite à domicile 89-81. Chaland pointe désormais à la 13e place du championnat. Les 2 prochains matchs seront donc décisifs pour le maintien en National 1. En 2015-2016, voilà, jusqu'au dernier match, à mon avis, ça va jouer. On ne voulait pas que ça se passe comme ça, mais ça va se passer comme ça. Donc on aura encore besoin d'une salle pleine contre Blois. Moi je crois vraiment en cette équipe. Voilà, après il y a des saisons plus faciles, il y a des saisons plus dures. Et ça fait partie des saisons les plus dures. Mais à nous d'être soudés et de surtout pas lâcher maintenant. On change de terrain avec le championnat national de football. Luçon en blanc recevait Bastia pour le compte de la 28e journée. Les 2 équipes se sont quittées sur un nul 0 partout. Je pense qu'on a fait un bon match. Je ne vais pas dire un très bon match, mais on a fait un bon match. On avait un bon match de national. Je pense qu'on a su maîtriser ce qu'on devait maîtriser ce soir. On a en plus eu pas mal d'occasions, voire beaucoup d'occasions, ce qui n'était pas forcément le cas ces derniers temps. Donc perdre une place au classement, on fait qu'un match nul. Oui, ça casse la série de défaites, mais ça ne remet pas une dynamique en place, parce qu'il y a toujours un petit goût amer dans la bouche. Donc voilà, une victoire nous aurait fait beaucoup de bien. On aurait pu dire voilà, on peut repartir et peut-être se projeter. C'est vrai que là, ce nul nous fait mal à la tête malgré tout ce soir, quoi. Luçon pointe désormais à la 5e place du classement, à seulement 4 points du podium et d'une éventuelle montée en Ligue 2. De leur côté, les Herbretais se déplaçaient à Épinal, un match entre 2 équipes relégables. Au final, c'est Épinal qui a fait la différence et qui s'impose 2-1. Le Vendée, les Herbiers Football, est 15e du championnat, toujours en position de relégable. On termine avec la belle victoire 8-5 de la Vendaine Rincoquet face à Saint-Omer en finale de la Coupe de France. C'est la 6e fois que les Rouges et Noirs décrochent le titre. Leur dernière victoire remontait à 2014. On reste dans le sport avec une course assez sportive qui s'est déroulée ce week-end au Sables-d'Olonne, la traversée de la baie en Palme. 130 nageurs ont participé à cette 9e édition de la course. 2 distances étaient proposées, 2,7 et 6 km, avec donc pour chaque participant un challenge différent. Écoutez. On s'entraîne pour les championnats de France d'eau libre fin mai. C'est un bon entraînement, on va dire. Puis pour commencer la saison, c'est cool, surtout au sable. L'objectif pour moi, c'est de faire les 2 km. On a découvert ça au mois de septembre et puis là, c'est la première course pour voir ce que ça donne. Voilà. C'est mieux comme ça. Partons maintenant pour l'Afrique du Nord à la découverte de la calligraphie berbère, un art peu connu en France. Et c'est pour cette raison que plusieurs collectifs lyonnais ont décidé d'organiser 2 ateliers d'initiation à cette écriture dans le cadre de la Semaine berbère qui est organisée à La Roche-sur-Yon. Le reportage de Grégoire de Châtillon. La calligraphie reste méconnue chez nous. Une première approche est alors proposée dans le cadre de cette semaine berbère. Le point, c'est le A. Pas facile du premier abord pour cette écriture qui s'appelle le tifinagh, un alphabet qui existe depuis plus de 8000 ans. C'est l'écriture de notre langue. Il est important de la faire découvrir parce que c'est vrai que les Français ne la connaissent pas. Donc on l'a fait découvrir d'une façon beaucoup plus ludique pour connaître cette écriture. Ils vont faire leur prénom et dans un deuxième temps, ils vont faire une création libre. Ils vont choisir les motifs qu'ils veulent ou bien notre prénom. Voilà, c'est un moment pour découvrir et de se détendre. Il faut tenir le calme comme ça. La scène est un artiste calligraphe berbère marocain. Il défend cette écriture reconnue seulement dans son pays depuis 2011 comme 2e langue officielle du Maroc. Une écriture pratiquée au quotidien dans de nombreux pays.
Un peu partout dans les pays berbères, la Berbérie qui va de l'Égypte jusqu'aux îles Canaries, en passant par la Libye, la Tunisie, l'Algérie, une partie du Niger, du Mali, la Mauritanie, le Maroc. Dans tous ces pays, on écrit le tifinagh, donc notre langue berbère. Donc le C, en fait... K. C'est plutôt le K. Le son K. Le son K. Ouais. D'accord. C'est pas facile avec cette espèce de plume, là, on n'est pas habitué. Non, ça va. Mais bon, c'est marrant parce que c'est vrai que ça nous donne une autre approche d'écriture. Et là, j'ai peu d'encre. Une écriture bien vivante, plus que ça, tout un art ancré au plus profond de la culture berbère. Et la semaine berbère se déroule encore jusqu'à samedi. Des expositions, des concerts et des conférences sont notamment proposées. Et avant de parler de météo, jetons maintenant un coup d'œil, comme chaque lundi, sur l'agenda de la semaine, avec tout d'abord la solo maître coq. Après le début des épreuves côtières, ce lundi dans la baie des Sables, c'est jeudi que les 22 skippers inscrits prendront le large pour une grande course de 36 à 48 heures en mer entre l'île-Dieu, Belle-Île et l'île de Ré. Vendredi, c'est le début du printemps du livre de Montaigu. Durant 3 jours, des débats, rencontres et animations sont proposés autour de la littérature. Plus de 250 écrivains seront présents. Dimanche, enfin, c'est la journée du souvenir des victimes de la déportation. Chaque année, la célébration a lieu le dernier dimanche d'avril, une date qui a été retenue en raison de sa proximité avec la date anniversaire de la libération de la plupart des camps de concentration. Un mot de météo maintenant, avec ce jeudi, une journée encore ensoleillée qui nous attend. Et le mercure grimpe, il fera 20 degrés au plus fort de la journée. Attention tout de même à vous couvrir le matin, car les températures sont encore fraîches au lever du jour. Armelle Pavageau vous détaille ses prévisions, bien sûr, dans un instant. Et puis, restons sur ce ciel bleu pour refermer ce journal. Je vous quitte sur les images du port de Noirmoutier, qui était ensoleillé ce dimanche. Je vous retrouve donc demain pour une nouvelle édition. Merci à tous de nous avoir suivis.